Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. C'est une émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité à travers les commentaires, les analyses et les décryptages de ceux qui traitent l'actualité au quotidien, c'est-à-dire les journalistes. Alors, pour ce dimanche, 5 sujets sont au menu donc, de cette émission. Alors, nous avons l'élection du nouveau président du Conseil supérieur de la communication. Deuxième sujet, rapport 2017 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Troisième sujet, lancement du mouvement MTT du professeur Augustin Loada. Quatrième sujet, le congrès ordinaire de l'UPC, deuxième du genre. Et enfin, nous parlerons de la campagne électorale pour la présidentielle au Mali. Les élections présidentielles donc, qui sont prévues pour le 29 juillet prochain dans ce pays voisin. Autour de la table, 3 invités pour le moment. Nous avons Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour. Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Nous avons avec nous Xavier Belem-Sigré de la radio nationale. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Et nous attendons d'un moment à l'autre Yacinthe Sanou de Omega FM. Alors, l'actualité cette semaine, vous l'avez suivi. Le Conseil supérieur de la communication a un nouveau président. Le Collège des conseillers a élu le vendredi 20 juillet dernier Mathias Tankwano, conseiller spécial du président du FASO, avocat de profession à la tête de cette institution chargée de réguler donc les médias au Burkina Faso. Alors très rapidement, comment réagissez-vous à l'élection de Mathias Tankwano à la tête du CSC? Oui, Bama. Je crois que on peut dire enfin, parce que quand même, bon, cette institution depuis un moment végétait dans une certaine zone de turbulence. Osons croire qu'avec cette élection, elle sortira enfin de cette zone-là et qu'elle pourra maintenant se mettre à l'œuvre pour relever les défis qui se présentent à elle, parce que parlant de défis, il n'en manque pas à ce niveau-là. Donc un nouveau président, c'est bon à prendre. Sauf que peut-être moi, en ce qui me concerne, j'ai quelques petites inquiétudes ou du moins des petits regrets que ce soit Mathias Tankwano qui soit à ce poste-là, parce que c'est la première fois depuis que cette institution existe, si je ne m'abuse, qu'on se retrouve avec un qui n'est pas de notre, du monde de la communication, de notre monde, qui se retrouve à notre tête. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon aussi, je ne sais pas trop. Peut-être qu'on va l'apprécier à l'œuvre. Mais déjà, moi, je trouve qu'on aurait pu trouver quelqu'un qui pouvait mieux convenir au métier, quelqu'un qui avait le profil du métier mieux que ce monsieur, parce que quand même, la régulation de la presse, quand même, il aurait fallu que ce soit quand même quelqu'un qui soit moulé dans ce domaine-là. Aussi, l'autre pendant de mon regret, c'est que ce soit quelqu'un qui soit aussi fiché politiquement. C'est la première fois aussi qu'on voit ça, parce que jusque-là, et sans cela, qu'on aime Blaise Compaoré ou pas, il faisait quand même un certain effort à ce niveau-là pour désigner quelqu'un qui soit quand même assez neutre. On ne dit pas qu'il soit politiquement vierge, mais quand même il faisait l'effort de présenter des gens quand même qu'on ne pouvait pas quand même indexer à ce niveau-là. Mais cette fois-ci, voilà quelqu'un qui vient, conseiller spécial du président, anciennement porte-parole du candidat président, qui est tout à fait fiché politiquement. Moi, je trouve qu'à ce niveau, quand même, il y a un petit problème. Mais l'un dans l'autre, osons croire qu'il sera à la hauteur de la tâche. D'accord, oui, Paul Miki. Alors, dans cette affaire, la première bonne nouvelle, comme Bama l'a dit, c'est qu'on peut espérer que c'est la fin de la crise que connaît
le Conseil supérieur de la communication, étant donné que l'ancienne classe des conseillers a été remplacée par de nouveaux conseillers. Et on a connu également cette élection de Mathias Tankwano qui s'est passée sans beaucoup de bruit. D'ailleurs, il faut le reconnaître. Maintenant, on attend justement de voir... Il faut remarquer aussi que le premier jour n'a pas permis de connaître le président. Hein. Il y a eu un peu... Ça, c'est vrai. Maintenant, ce que l'on dit, c'est que c'est une élection qui s'est passée sur la base de consensus. Nous ne sommes pas parmi les conseillers, mais on suppose en tout cas qu'ils se sont entendus pour avoir quelqu'un, s'il n'y a pas eu de contestation après son élection, ou que l'on ne soit pas dans une situation de crise post-électorale, entre guillemets, après l'élection. Donc, on peut dire qu'à ce niveau, il y a lieu de se féliciter un tout petit peu. Mais en même temps, on attend justement de voir, comme je le disais tantôt, Mathias Tankwano à l'œuvre. Je partage l'inquiétude de Yacouba Bama, sur le fait justement que ce ne soit pas quelqu'un du milieu des médias ou de la communication qui a été donc porté à la tête de cette institution. Mais je me dis également que le domaine de la régulation des médias, c'est également un domaine qui relève beaucoup plus du droit. C'est-à-dire, vous savez très bien que ce sont des textes qui sont appliqués là-bas. Et d'ailleurs, dans le personnel du Conseil supérieur de la communication, vous verrez beaucoup de juristes. Donc, l'un dans l'autre, ça peut être également un atout pour ce nouveau président de pouvoir réguler. Mais il aurait fallu justement que ce soit quelqu'un qui ait l'esprit des médias, parce que c'est assez important. De par le passé, on a vu se succéder à la tête de cette institution des gens qui ont même pratiqué le journalisme. C'est assez important de pouvoir, d'avoir pratiqué le journalisme et d'être là à réguler les médias. On peut être dans un état d'esprit pour mieux comprendre certains comportements justement au niveau des médias et de pouvoir faire une régulation qui soit justement basée sur une certaine bonne dose d'objectivité. Oui, juste pour dire que Mathias Tankwano, la présidence en tout cas du CSC, était également visée par le docteur Victor Sanou, qui est juriste également. Tout à fait. Et docteur en communication. Oui, justement, voilà, lui, par exemple, c'était peut-être un candidat un peu plus idéal dans le domaine des médias. Il est à la fois juriste, il est communicateur, c'était le profil idéal. Mais il ne faut pas également s'étonner de voir que ce soit Mathias Tankwano, parce que depuis lors qu'en tant que conseiller spécial du président de FASO, il s'est retrouvé comme étant membre du Conseil supérieur de la communication, même s'il a été désigné justement par l'Assemblée nationale. Beaucoup d'analystes voyaient justement qu'on ne peut pas quitter une fonction aussi haute que celle d'un conseiller spécial du président de FASO pour être un simple conseiller au niveau du Conseil supérieur de la communication. Une manière de dire qu'on voyait venir cette élection de Mathias Tankwano qui ne fait pas mystère justement de son intention de jouer les premiers rôles dans ce pays. Désormais, il le fait en tant que président d'institution. Mais on n'est qu'au début de la chose. On attend de voir justement les premières actions de l'institution. On espère bien qu'il va d'abord, dans un premier temps, réussir à fédérer tout le personnel, parce qu'il faut reconnaître que le personnel du Conseil supérieur de la communication est profondément divisé depuis les événements qui ont eu raison de Nathalie Somé. D'ailleurs, on a vu jusqu'à quel point la succession de Nathalie Somé était difficile, tant que le personnel était divisé. Donc, on espère qu'il va permettre justement à ce personnel de se retrouver et de travailler pour de lendemain meilleur pour l'institution qu'est le Conseil supérieur de la communication. Et les médias également, justement, vont suivre la suite. D'accord, oui, Xavier. Je rappelle que c'est Belem Niegré et non Belem Sigré, comme je l'ai dit au départ. Merci pour la précision. Je pense qu'il faut aussi voir peut-être le monsieur à l'œuvre pour un peu apprécier ses actions. Mais pour comprendre ça, il faut aussi revoir le passé de la personne. C'est un avocat actuellement, c'est quelqu'un qui a été magistrat, c'est quelqu'un aussi qui a été leader au niveau du monde estudiantin. N'oubliez pas qu'il a été aussi leader quand il était à l'université, notamment au niveau de l'ANEP. Par rapport à son indépendance pour un peu garantir l'esprit de l'institution, je pense que, bon, de mon point de vue, ce n'est pas parce qu'il a été nommé par le président du FASO qu'il va s'attacher certainement à ses injonctions. Je ne le crois pas, d'autant plus que les décisions au niveau du Conseil supérieur de la communication sont prises par le collège des conseillers. Voilà, s'il y a une décision qui doit orienter ou du moins suspendre un média pour manquement, par exemple, c'est le collège des conseillers qui décide. Maintenant, pour l'esprit du management, ça va dépendre de la personne. Miki l'a dit, il y a eu bruit actuellement, il y a eu des difficultés pour concilier un peu les positions avec la présidente qui est partie. Je pense que c'est l'esprit du management qui va prévaloir ici. Maintenant, sur le fait qu'il n'est pas du corps, bon, moi je pense qu'on a vu aussi des gens qui ne sont pas du corps, forcément du corps, qui ont pu diriger certaines institutions. Quand vous prenez le bureau burkinabé des droits d'auteur, il y a un magistrat qui a été à la tête de cette institution, qui a bien fonctionné pendant de longues années.
et je pense qu'il a eu des résultats. Donc on va le voir à l'œuvre et puis apprécier un peu ses actions. Mais le BBDA, c'est un peu le droit qui est donc, oui, mais je vais dire, il a pu gérer quand même, puisque le BBDA, quand vous voyez un peu, c'est les artistes, si on peut voir, c'est des artistes qui travaillent beaucoup plus la plupart dans cette institution. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors nous sommes rejoints par Yacine Sanou. Alors, votre avis, votre commentaire sur l'élection de Mathias Tankwano à la tête du Conseil supérieur de la communication. Est-ce qu'un proche du président à la tête d'une institution qui se veut indépendante, est-ce que les deux peuvent marcher ensemble? Ben, on verra bien. Je pense que c'est tout le défi du mandat aujourd'hui de Mathias Tankwano à la tête du CSC. Il a ce boulet-là au pied qu'il va falloir traîner tout au long de son mandat, et c'est sur cela qu'on va le regarder. Toutes ces actions seront passées au crible compte tenu de son origine, aussi de sa proximité avec et le chef de l'État et le parti au pouvoir. Donc je pense qu'il part avec un handicap de départ, il en est conscient, donc je pense qu'il faut l'observer au pied du mur pour juger. Il a, en plus de cet handicap personnel, beaucoup de choses, les uns et les autres l'ont dit, à régler, notamment les dissensions internes et même la crédibilité de l'institution qui aujourd'hui est assez moribonde. Vous savez qu'il y a une crise de confiance entre les journalistes eux-mêmes et le CSC aujourd'hui. Il va falloir travailler à en tout cas combler ce vide. Il y a aussi toutes ces accusations donc, de détournement qui ont conduit entre-temps l'ex-présidente en prison. Il va falloir travailler en tout cas à crédibiliser de nouveau cette institution. Tout cela donc mis à côté du fait que lui-même il a un passé d'avocat et de juriste, de magistrat, mais il a aussi un passé récent avec notamment un journal, le dossier avec lequel le dossier n'est pas encore, si je peux m'exprimer ainsi, résolu. Donc il prend de plein pied un dossier qu'il avait lui-même, il avait convoqué le journal en question devant le CSC. Il va être observé dessus. À lui, pour moi, de travailler à montrer qu'il peut être impartial. Mais pour moi, pour terminer avec son élection, je pense qu'on a raté l'occasion véritablement de donner un coup de fouet au CSC pour permettre au CSC de revenir vraiment à ce qu'il oui, mais pourquoi vous dites ça? Parce que pour moi, avec tous ces handicaps, il y a déjà trop de choses qui pèsent sur l'épaule du nouveau président. Déjà, il y a l'étiquette MPP, l'étiquette homme de main envoyé par le président du FASO, même s'il a été nommé par l'Assemblée nationale au niveau du CSC pour résoudre. Il y a l'objectif 2020. Il y a ces passés récents-là, donc lui-même avec des médias, qui fait qu'aujourd'hui, il prend une institution qui est carrément moribonde. On a parlé des dissensions internes, on a parlé des problèmes de l'institution. Il aurait une personne beaucoup plus, avec moins d'handicap à combler, peut-être aurait été plus à l'aise pour pouvoir conduire la barque à terre. Maintenant, à lui de montrer qu'il a quand même les épaules qu'il faut, malgré toutes ces charges-là qui pèsent sur lui. Oui, justement, concernant 2020, il y a des gens qui émettent des inquiétudes par rapport à ça, quand on sait que c'est le CSC, en tout cas, qui fait la régulation en termes d'accès équitable des candidats aux médias publics pour les élections présidentielles notamment. Est-ce que là aussi, quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 2 ans et demi avec le président, ça ne pose pas quelques petits problèmes? Oui, évidemment, parce que vous savez que le domaine de la régulation des médias, vous l'avez dit, c'est assez important, surtout en période électorale. Il faut éviter ce favoritisme, surtout au niveau des médias d'État, pour un parti au détriment des autres. Ça, c'est un principe clair qui est connu au niveau du Conseil supérieur de la communication. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a cet équilibre mathématique-là que l'on fait au niveau de la campagne électorale en ce qui concerne l'accès des partis politiques aux médias publics. On espère bien que Mathias Tankwano, qui est très conscient de ce principe, va travailler justement à garantir l'équilibre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le présente comme étant quelqu'un qui est proche du régime, un conseiller spécial du président du FASO, un cadre du MPP, il a été actif sur le plan politique, ça c'est connu de tous, mais je me dis quand même que, étant donné qu'il est désormais nommé à ce poste-là, il peut changer. Il appartient justement à lui, comme Yacine Sanou l'a dit, au pied du mur, il doit travailler justement à faire oublier cela, c'est ce qui est important. Parce qu'avant lui, on a vu certaines nominations qui ont fait polémique. Je peux prendre l'exemple de la nomination
de Sarah Seremi en tant que médiateur du FASO. On a fait polémique ici pour dire qu'elle était politiquement affichée et que l'institution médiateur du FASO, effectivement, et c'est connu, et doit être dirigée par quelqu'un qui est neutre. Mais depuis qu'elle est là, elle a travaillé à faire oublier justement ses accointances politiques, en tout cas pour l'instant. Il appartient justement à Mathias Tankwano, dès lors qu'il va prendre fonction, de convaincre les uns et les autres qu'il n'est pas en train de faire l'affaire du MPP, où il n'est pas en train de travailler pour le régime en place au détriment des autres acteurs politiques, lorsqu'on parle justement de la campagne électorale, et dans la régulation justement des médias, ne pas soulever seulement le bâton pour le remettre sur les médias qui critiquent le régime en place. C'est ça aussi la régulation, il faut être beaucoup plus objectif. On espère qu'il va transcender justement son côté partisan pour avoir une régulation telle que le CSC le commande. Donc c'est pour cela qu'il faut peut-être attendre ses premières actions avant d'avoir des analyses sur son comportement. D'accord, oui, Yacinthe. Non, il y a d'autant plus d'attente à avoir qu'on a vu le même cas lorsque Nathalie prenait le CSC avec les thèses d'appui CDP. On se demandait si elle allait pouvoir donc se départir. Très vite, on a vu les problèmes qui sont rentrés en ligne de compte donc, dans son mandat. Donc, je pense qu'il est conscient de tout cela. Et comme je l'ai dit, il faut forcément qu'il en tienne compte. Sinon, en tout cas, je pense que les médias burkinabés ont prouvé qu'ils tiennent à la liberté de presse. D'accord, oui. Bama. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que je veux bien partager l'optimisme de mon confrère Xavier, parce que c'est vrai, il dit qu'il n'est pas tenu de respecter des injonctions du président, c'est vrai. Officiellement, on peut le croire, on peut croire sa bonne foi. Mais je dis que c'est un domaine où c'est des choses, on ne vient pas comme ça de façon ouverte pour dire que non, voilà, injonction, il faut suivre. C'est des choses qui sont faites de façon tellement subtile que souvent il faut éviter d'être trop manichéen à ce niveau-là pour croire que bon, les choses vont se passer de la bonne façon et puis aussi compter sur la bonne voie des gens. On est en politique après tout, il faut être très très prudent. Et comme Miki l'a dit, il y a des choses, par exemple, il y a des erreurs quand même que quelqu'un qui serait plus neutre que Mathias Tankwano peut commettre et puis on peut passer dessus facilement. Mais lui, compte tenu de son étiquette, il y a des erreurs qu'il peut commettre de bonne foi, mais qui vont crisper les attentions, qui vont être difficiles à gérer. Donc c'est des choses comme ça qu'il aurait fallu prendre en compte pour éviter certains choix. Le président du FASO n'avait pas besoin de faire ça forcément. Il pouvait trouver dans le monde des médias quelqu'un qui, on ne dit pas qu'il va être quand même un adversaire, mais qui allait quand même jouer bien ce rôle-là, sans doute être fiché à ce point-là. En plus, je termine par le fait qu'il y a aussi, pour moi, une nécessité aussi de relire, quand même on vient de relire la loi portant, et on vient de relire cette loi-là il n'y a pas longtemps, mais moi je pense qu'il y a nécessité de relire encore cette loi parce qu'il y a un sérieux problème du point de vue de l'indépendance de cette institution. Je se retrouve avec, c'est combien de membres? 9 membres, je crois, 9, oui. avec 6 pratiquement. Il y a 3 qui sont issus des organisations professionnelles des médias. Oui. Il y a 3 qui sont nommés par la présidence du FASO. Oui. 2 par le président. Par l'Assemblée nationale. Voilà. Donc 6 pratiquement qui viennent des milieux politiques. Moi, je comprends ça comme ça. Il n'y a que 3 pour les organisations professionnelles des médias. Moi, je trouve que c'est pour une organisation qui est censée être indépendante, qui est censée travailler pour l'indépendance des médias. Moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut revoir à ce niveau, moi, je pense. Oui, moi, je partage un peu les préoccupations qu'il a soulevées, mais je reviens pour dire que l'indépendance telle que décrit là, il faut que les personnes qu'on a nommées travaillent à être indépendantes. Parce que si on a été responsabilisé par une institution et on va s'asseoir, attendre les injonctions, qu'elles soient subtiles ou pas, de ces institutions-là pour travailler, ça ne va pas aller. Le président du FASO, quel que soit le milieu dans lequel il va aller trouver la personne qui s'y est pour nommer, les gens vont trouver quelque chose à reprocher à cette personne. Donc il appartient aux personnes qui sont désignées, ils sont 9, ils doivent travailler à garantir l'indépendance de cette institution au lieu de dire par exemple qu'ils sont issus de l'Assemblée nationale ou de la présidence du FASO. Mais justement, on n'aurait pas ce problème comme l'a dit Maman si on avait une part des organisations professionnelles. Je pense que si déjà, sans présumer donc du choix de Mathias, si le candidat des organisations professionnelles
était élu, c'est-à-dire issu des organisations professionnelles, on ne serait pas là à faire ce débat-là. Oui, parce qu'il n'y aurait pas toutes ces sur l'élection de la loi, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut corriger cette injustice. S'il y a beaucoup plus de journalistes dans l'institution, ça va... Il y a beaucoup plus de journalistes. Oui, il y a au moins 7 en tout cas du monde de la communication. Je voudrais juste peut-être rectifier parce que j'ai entendu dire interpellation du président de Faso à plusieurs reprises. Mais à l'étape où on est, ce n'est peut-être pas le président de Faso qui a désigné Mathias Tangwano. Parce que d'abord, il a été élu et ensuite, il n'est pas celui qui a été désigné par le président de Faso, mais plutôt le président de l'Assemblée nationale. Il faut le rectifier. Il a été désigné par le président de l'Assemblée nationale et puis élu par ses pairs. Ensuite, il appartiendra un peu plus tard par le chef de l'État d'entériner cette élection, c'est ce qui est prévu. Donc pour l'instant, on peut dire que le chef de l'État n'a pas encore son choix, en tout cas officiellement. Et même si on ne va pas rentrer dans les que ce soit la présidence ou la... Si on s'en tient au texte. Hein. Oui, parce que quand même, Mathias Tangwano était conseiller spécial de qui? Du président de Faso. Même s'il a été remplacé, qui est le président de l'Assemblée nationale? Mais n'oubliez pas le président de Faso. C'est un jeu très facile de dire, bon, c'est un jeu... Non, il ne faut pas se laisser décerner par ce petit jeu-là. C'est un petit jeu qu'ils ont fait là-bas. On sait que le président de l'Assemblée nationale, c'est le bon petit du président, comme on dit. Il a simplement dit, voilà, prends ce gars-là, nomme-le là-bas pour qu'on puisse maquiller un peu la chose, mais ça passe pas. Soyons sérieux. Voilà. En tout cas, la balle est dans le camp de Mathias. Soit il enterre le CSC définitivement, soit il réussit à le sauver. Il sera présenté comme un sauveur. D'accord. Alors, on va évoluer dans cette émission pour parler d'un tout autre sujet. Il s'agit donc du rapport 2017 du RENLAC, le réseau national anticorruption. Le rapport a été présenté au cours de la semaine. Alors, selon ce document, la corruption, en tout cas dans l'administration, c'est la police municipale qui est première, suivie donc respectivement des services des douanes et de la direction générale des transports terrestres et maritimes. Alors, c'est un rapport qui revient chaque année et qui fait un classement qui concerne la perception. Il faut bien qu'on s'entende sur le thème de la corruption au Burkina Faso. Réaction très rapidement sur ce rapport, Hyacinthe. Alors, moi, il y a trois points qui ressortent pour moi de ce rapport-là. Premièrement, c'est certaines évolutions dans le classement qui a été fait par le RENLAC. On voit qu'il y a des institutions qui ont évolué, notamment la douane qui est passée de la 3e place à la 2e place. Le grand bond vient bien sûr de la Direction générale des transports terrestres et maritimes qui est passée de la 8e place à la 3e place. Il y a autant d'institutions, notamment les impôts et la police nationale qui ont également progressé, si on peut dire ainsi, dans le classement, en tout cas vers le haut des services les plus corrompus. Donc je pense que ça, c'est des variations à observer de près. Il y a, comme on dit, on parle de perception, il y a forcément eu des cas, des faits qui ont incité donc les personnes-là à signifier donc l'évolution de ces institutions. Deuxièmement, c'est bien sûr, je n'arrive pas à trouver le terme exact qui sied peut-être le leadership de la police municipale sur le classement, en tout cas de corruption. Ils sont toujours premiers de la classe. Ça veut dire qu'il y a une certaine pratique qui perdure, parce que si l'année passée ils étaient premiers, cette année encore ils sont premiers, ça veut dire qu'il y a cette perception-là qui reste et qui est encore peut-être plus accrue, parce que justement, troisièmement, il y a aujourd'hui un constat d'une hausse de la perception de la corruption. Aujourd'hui, les gens, en tout cas, ont le sentiment qu'il y a plus de corruption qu'hier. Cela peut être dû aussi, comme l'a expliqué les membres du RENLAC, donc à l'effet de la sélection qui s'est estompée entre-temps. Les gens sont repartis donc à leurs mauvaises habitudes. Aujourd'hui, il y a aussi ce sentiment d'impunité ambiante qui fait que les gens font, et puis il n'y a rien comme on dit. Donc je pense que ce sont les trois observations qui sortent du rapport, et c'est à regarder de près, à chacun à son niveau, pour pouvoir en tout cas un jour, un temps ça peut réduire la corruption. Et justement, est-ce que vous avez le sentiment que ces rapports qui sont produits annuellement ont des effets sur la lutte contre ce fléau au Burkina Faso? Parce que chaque année, on publie, mais on ne voit pas peut-être des efforts des différents services qui sont incriminés, en tout cas pour abandonner cette pratique et tenter d'en sortir, si on peut le dire ainsi. Non, mais je pense que le rapport du RENLAC inquiète les services, parce que si vous échangez avec les responsables du RENLAC, ils vous diront jusqu'à quel point ils reçoivent quelquefois des coups de fil des services qui sont
est classé en tête de corruption, et dont certains tentent justement de voir ce qui n'a pas marché pour tenter de corriger. Et je me rappelle également que l'année dernière, quand la police municipale avait été désignée en tête de peloton des institutions les plus corrompues, on a approché la direction générale pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire pour justement améliorer ce classement. Ils ont dit qu'il existe déjà au sein de la police municipale un comité d'éthique. Il y a des actions qui sont menées pour contrôler le comportement des policiers sur le terrain. Il y a des sanctions qui sont prévues, etc. Donc toutes ces actions devraient être mises en œuvre justement pour que la perception de la police municipale en matière de corruption soit améliorée. Mais malheureusement, le rapport revient encore avec en tête la police municipale. Mais pour ce cas précis, il faut peut-être bien comprendre le principe de la rédaction du rapport de Rennes-Lac pour savoir pourquoi c'est la police municipale. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est la question de la perception de la corruption qui est ici mise en œuvre. Et il se trouve que les policiers municipaux ont cette malchance d'être en contact avec le grand public à longueur de l'année. Donc c'est pour cela que vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer des gens qui ont eu affaire à la corruption au niveau de la police municipale. Et deuxièmement également... Ne partage pas cet avis. Non, simplement, c'est pas parce qu'ils sont le plus en contact qu'ils sont les plus... qu'on les indexe comme les plus corrompus. C'est parce qu'on a cette expérience-là de corruption avec eux. On a beaucoup plus de corps, les enseignants et les infirmiers qui sont en plus en contact le plus souvent avec la population, mais qui ne sont pas parmi les premiers aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fini le raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de blanchir la police municipale. Si la corruption est d'un certain niveau en leur sein, et qu'en plus de cela, ils ont un contact avec le grand public qui est très souvent contacté également par les enquêteurs de Rennes-Lac. Donc, il y a plus de chances que la question de la corruption au sein de la police municipale revienne. Vous verrez également qu'il y a, comme vous l'avez dit, quand vous lisez le rapport, parce qu'il n'y a pas que le classement, c'est tout un document, à l'intérieur, vous verrez que les contacts entre les populations et les services, ce n'est pas la police municipale qui est en tête. Vous verrez que c'est des services comme les services de santé, les services des enseignements supérieurs et secondaires, etc., et qui sont en tête. Mais la police municipale, malheureusement, de par la nature de l'action, c'est-à-dire la régulation de la circulation, vous avez affaire à des gens qui ont brûlé le feu, qui sont quelquefois très prompts à donner 2000 francs pour ne pas le payer 6000 francs au poste. Donc ça fait qu'à ce niveau, il y a cette propension de la corruption qui est assez grande. Mais ce que je voudrais dire, s'il y avait une autre institution en dehors de Rennes-Lac qui faisait un autre classement en matière de corruption et qui mettait en avant les quantités d'argent détournées, c'est-à-dire le manque à gagner dans les caisses de l'État, vous verrez qu'on allait avoir un classement inverse parce que ce ne sont pas les 2000 ou 1000 francs de la police municipale qui vont faire qui vont être en tout cas mises au devant, au contraire par rapport à d'autres structures qui ont beaucoup d'argent et qui sont perdus dans la corruption, je pense au marché public, au service des douanes, etc. Okay. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre justement que c'est la question de la perception de la corruption par le grand public. Et dans certains services, on n'a pas beaucoup de chances de rencontrer des acteurs qui ont été impliqués. D'accord. Alors, on rappelle que c'est un échantillon de 2000 personnes enquêtées dans les 13 régions du Burkina et puis, je pense, la ville de Pouitenga, donc qui a donné ce résultat. Alors, Ladji Bama, qu'est-ce que vous en pensez sur la perception de cette corruption? Est-ce que, comme Paul Miki l'a dit, ça a un lien avec les quantités d'argent ou de sommes, en tout cas, qui sont détournées? Oui, en fait, je partageais exactement la même lecture que Miki en venant ici, parce que finalement, on risque de laisser le plus important pour s'attarder sur des futilités, en continuant de raisonner comme ça. C'est vrai que c'est une perception, comme on l'a bien souligné, mais finalement, comme Miki l'a bien souligné, ça dépend du type de contact que les populations ont avec les différents services. Si on regarde bien le type de contact que les populations ont généralement à la police municipale, c'est quoi? Les gens brûlent le feu, et puis surtout face à un policier municipal qui doit prendre sa moto, et le premier réflexe tout de suite, si ce n'est pas le policier même qui l'encourage à lui donner 500 francs pour qu'il puisse lui remettre sa moto, c'est lui qui est prêt aussi à donner 500 francs pour pouvoir se tirer d'affaire. Ce n'est pas le même type de contact que, par exemple, le cas que Yacine prend, que les populations ont avec les enseignants, par exemple. Quand les populations contactent avec les enseignants, ce n'est pas un contact qui nécessite des circulations de monnaie. Donc, c'est ce qui fait qu'on a l'impression que la police municipale peut être beaucoup plus corrompue. Ça, c'est une impression, c'est une impression, comme le type même de sondage le dit. C'est la perception que les gens ont. Et cette perception est forcément influencée par ce type de contact-là. Et comme Miki l'a dit aussi, moi, je veux bien qu'on s'attarde sur la police municipale. C'est vrai, il y a beaucoup de 500 francs qui circulent là-bas. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue
La grande corruption. Oui, il y a la grande corruption qui est là. Et ça, on n'a pas besoin de grand monde pour pouvoir faire ça. Voyez-vous. Ça veut dire que la grande corruption, ou par exemple, dans un ministère, comme je prends le ministère de l'infrastructure, où ce n'est que quelques opérateurs économiques qui sont dans le domaine du BTP, qui ont contact avec les services de ce ministère-là. Mais c'est des milliards et des milliards qui circulent là-bas. Mais une seule corruption là-bas suffit pour qu'on mette tout ce qui s'est passé pendant l'année même à la police municipale de côté. Voyez-vous. Donc c'est vraiment un sujet qui va aborder beaucoup plus de perspicacité pour pouvoir en tout cas bien adresser ce problème de corruption là. Sinon on risque de passer à côté. Ok, oui, Xavier. Moi je voulais peut-être réagir au niveau des recommandations qui ressortent chaque année, qui ne sont pas pratiquement pas suivies des faits de mon point de vue. Lorsque vous prenez un peu les recommandations de cette année, par exemple, on dit par exemple qu'il faut mettre en place, qu'il faut un accord pour une place particulière à la lutte anticorruption dans les services comme l'éducation, la santé, les services de sécurité. Bon, moi je pense que c'est assez vague comme recommandation, oui. Voilà, qui puisse aider l'État par exemple à prendre des mesures. Mais qui aussi a souligné le fait que les policiers disent déjà qu'au sein du corps même, il y a déjà un service qui s'occupe de ces pratiques-là. Bon, c'est des instruments qui ne sont pas efficaces de mon point de vue et qui fait que, en tout cas, toutes les recommandations qui ressortent chaque année ne sont pas suivies d'effet. Je pense que peut-être le RENLAC doit revoir un peu sa méthode, ou du moins... Oui, mais est-ce que c'est au RENLAC de prendre des mesures? Parce que oui, par exemple, le RENLAC, par exemple, dit que cette situation de corruption se justifie par le peu, je cite, le peu d'actions d'envergure de la part de l'exécutif. Alors... Oui, bon, mais peut-être que la balle est plutôt dans le camp du gouvernement qui doit prendre des actions peut-être énergiques pour éviter que les policiers ne succombent, si on peut le dire. Le domaine de la corruption est tellement subtil que c'est difficile, hein, de mon point de vue, de prendre seulement, ne serait-ce que des lois pour pouvoir encadrer la pratique de la corruption. Lorsque vous prenez l'exemple que Bama a dit, au niveau de ce cercle restreint des financiers, par exemple, c'est là-bas que l'argent coule à flot. Mais ça va être difficile, par exemple, pour le RENLAC de faire ces enquêtes-là pour avoir ces perceptions. Si vous demandez les gens qui travaillent dans ce sens, ils ne vont jamais vous dire, par exemple, qu'il y a une pratique de corruption. Mais facilement, au niveau des citoyens, on peut dire, bon, moi j'ai été corrompu par un policier 2000, 3000, par exemple. Ça peut se dire facilement. Mais au niveau des milieux financiers, là, par exemple, c'est difficile de faire ces enquêtes-là. Sinon, il y a des milliards aussi qui circulent à ce niveau. Je pense que c'est beaucoup plus un problème d'éducation qu'il va falloir peut-être résoudre à long terme. Sinon, les lois seulement ne pourront pas résoudre le problème. Oui, très rapidement, une dernière réaction. Il y a deux points sur lesquels je voulais réagir. C'est d'abord les circonstances atténuantes qui sont trouvées à la police municipale. Je pense qu'il n'y a pas lieu. On a interviewé 2000 personnes. Si ces 2000 personnes ont eu la perception que c'est la police municipale qui est corrompue, ça ne veut pas dire que ces 2000 personnes ont eu contact avec la police municipale en termes d'action de corruption. Mais c'est leur perception. Donc, autant elles auraient pu avoir la même perception sur une autre institution. Il y a les douanes, tout le monde ne passe pas forcément par les services de douane, mais ils sont deuxième. Tout le monde n'a pas aujourd'hui un permis de conduire, mais ils sont troisième. Donc, je pense qu'il ne faut pas trouver des circonstances atténuantes à la police municipale sur cet état de fait. Ensuite, il y a le distinguo que l'on veut faire entre la petite corruption et la grande corruption. Entre 500 francs et 5 milliards, je ne pense pas qu'il y ait une différence. C'est l'acte, en tout cas, de prendre quelque chose pour rendre un service public. Pour moi, que ce soit celui qui prend... Vous imaginez les conséquences de l'incivisme aujourd'hui au Burkina Faso, vous chiffrez ça comment? Vous chiffrez comment les conséquences de l'incivisme, que ce soit l'incivisme routier, qui peut se traduire justement par un incivisme fiscal. Mais comment on chiffre ces éléments-là? Donc, il ne faut pas dire que non, pour la police, ce n'est pas grave. Le plus grave, c'est pour les marchés publics ou pour les dédouanements des marchandises et autres. Je pense que déjà, ça c'est un fait. Il faut agir dessus. Les institutions, Mickey les a dit. On a compris votre position. Là, Djibama ne la partage pas. Oui, en fait, on n'a qu'à bien se comprendre. On ne dit pas que ce qui se fait à la police municipale est alloué. On est tous d'accord que ce n'est pas bon. Maintenant, ce que nous dit, c'est que ce qui se passe à la police municipale est perçu par une grande masse de personnes, tout simplement parce qu'il y a une grande masse de personnes qui ont accès à la police municipale sur fond de corruption. Quand j'ai pris l'exemple du ministère des Infrastructures, dans l'année, ils sont combien de Burkinabés qui ont affaire au ministère des Infrastructures? Dans l'année. Ça se compte sur le bout des doigts.
Ils ne sont pas nombreux qui ont affaire à ce ministère-là, surtout dans des contextes où il y a de l'argent qui doit circuler. Par contre, avec la police municipale, ce contact-là est permanent. Même dans au les quotidien. communes rurales, Oui, au quotidien, on est tout le temps en contact avec ce ministère, avec ce service public-là. Donc, on ne peut pas prendre la perception que les gens ont de ce service-là et puis mettre sur le même pied que la perception qu'on peut avoir avec, les infrastructures. Sur le principe, il y a 5 Non, sur le principe, on est tous d'accord que 500 francs de corruption égale à 5 milliards encore que là aussi, ça peut se discuter, hein, parce que moi, on ne peut pas me convaincre qu'un policier municipal qui prend 500 francs, on peut le mettre sur le même pied qu'un ministre qui prend 5 milliards pour passer un marché. C'est pas... Devant les juridictions, ils n'auront pas les mêmes peines, ça c'est clair, parce qu'on parle de la perception, mais il faut également mettre l'accent sur l'ampleur. Le risque ici, c'est que en mettant comme ça la police municipale en tête, les autres institutions qui sont également classées vont peut-être se frotter la main pour dire, bon, chez nous, le milieu est un peu assaini, on peut baisser la garde, c'est ça aussi le risque. Alors que c'est pour cela que je dis qu'il aurait fallu également, à côté de ce rapport de RENLAC, un autre rapport qui allait faire un classement en matière de corruption dans l'ordre des sommes les plus colossales qui sont détournées, parce que c'est ça qui fait justement qu'on lutte justement contre la corruption. Et encore que très souvent, la corruption dont nous parlons, c'est le budget de l'État. Il y en a qui pillent directement dans le budget de l'État. Côté police municipale, ce sont les citoyens qui paient directement. Mais on est d'accord également que le principe de la corruption, sur le point de vue de la morale, c'est tout à fait condamnable. Ce n'est plus la valeur ici. Mais quand on regarde également l'impact sur le budget de l'État, alors, détournement des deniers publics et corruption, c'est différent aussi. C'est pas pareil. La moralité, je pense qu'il y a une recommandation que le RENLAC a faite, par exemple, une demande de systématiser, par exemple, une enquête de moralité lorsqu'on veut responsabiliser quelqu'un à la hauteur de certaines fonctions. Je pense que ça, c'est une recommandation pertinente que l'État doit prendre en compte, que les collectivités ou toute autre structure doit prendre en compte pour minimiser un peu les risques de corruption dans les services. D'accord. Alors, merci en tout cas pour vos contributions sur ce sujet. On va parler de toute autre chose, hein, même si on a vu le professeur Augustin Loada au cours de la semaine qui était en tout cas perdu depuis la fin de la transition. Il a refait surface avec un mouvement donc dénommé mouvement Tengambilum Tamasira, qui signifie en français donc chemin de la citoyenneté pour le délégué général en tout cas de cette structure, de ce mouvement. Alors c'est un mouvement apolitique qui a pour principal objectif de contribuer à la promotion de la conscience et de l'engagement citoyen et à la culture démocratique au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce retour, si on peut le dire ainsi, de Loada sur la scène publique? Je pense déjà que ce retour, c'est que c'est quelqu'un qui refuse de se faire oublier. Il a joué les premiers rôles ici au Burkina dans le monde des organisations de la société civile. C'est un procès de droit reconnu. Il a été un acteur de la transition démocratique que nous avons connue après l'insurrection en tant que ministre justement de la fonction publique. Et étant acteur de la transition, il dit avoir constaté en tout cas que l'allure où vont les choses, ça ne correspond pas à l'esprit de la transition et de l'insurrection surtout. Oui. Et cela est déjà beaucoup partagé par beaucoup de Burkinabés, on peut comprendre ainsi. Donc c'est pour cela qu'il fonde cette organisation, cette association Tengembilam Tamasira, comme vous l'avez nommé. Et il a dit, c'est pas une structure. C'est lui qui l'a nommé ainsi. Okay, c'est pas une structure politique, il a dit. Et ce n'est pas également pour la conquête du pouvoir d'État. Mais on peut se poser beaucoup de questions sur la démarche du professeur Augustin Loada et qui correspond justement à une démarche qui a été préalablement menée par d'autres acteurs. Je sais qu'en l'espace de quelques temps, on a vu la naissance ici au Burkina de plusieurs structures de cette nature qui se réclament être apolitiques et qui veulent éveiller les consciences. On a vu la création du FORAC il n'y a pas longtemps. Et juste après, ce sont les Burkinabés de la diaspora qui ont créé le mouvement C'est le moment. Et avec la création de ce MTT de Augustin Loada, on se pose bien des questions à l'orée de 2020. Est-ce qu'il ne s'agit pas de structures qui vont jouer des rôles politiques à un moment donné? Parce que jusqu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont des structures qui avancent à visage masqué. Alors, on dit c'est pour restaurer l'esprit de l'insurrection, etc. Tout ça, c'est bien. Mais on attend de voir justement quelle orientation va prendre telle structure pour parler justement de celle de Augustin Loada. Sinon, pour le principe, c'est bien justement parce que même avant lui, on a vu les anciens députés de la transition qui ont créé justement ce comité de veille sur la transition parce qu'ils supposent justement que l'esprit de l'insurrection doit veiller justement sur les actions actuelles du régime en place. Et lorsqu'on prend une certaine déroute, il est bon de recadrer les autorités. Mais pour l'instant, ils ont le bénéfice du doute. On attend de voir justement
lorsque les masques vont tomber. D'accord. En tout cas, on peut dire que c'est sur fond des critiques du régime actuel que ce mouvement a été créé. Votre réaction, oui, Bama? Oui, je fais un peu, une fois de plus, la même lecture que Miki, parce que Augustin Loada, quand même, après avoir joué un certain nombre de rôles dans ce pays, notamment sur la transition, ne peut pas comme ça disparaître dans la nature et puis penser qu'il va demeurer là-bas indéfiniment. Non, ce n'est pas possible. Il fallait que ce monsieur revienne à la surface. Il avait besoin de ça. Il faut qu'il continue de vivre politiquement. Et même là, quand il dit que son affaire n'est pas politique, moi, je crois en ça difficilement parce que n'oubliez pas que le même Augustin Loada était dans un certain... CGD? Non, pas CGD, un certain focal, qui a conduit à un moment donné aussi à ce qu'on sait aussi à l'UPC. Qui dit que là encore, ce fameux... MTT. Oui, MTT, c'est plus facile à dire parce qu'il ne va pas donner lieu encore à quelque chose d'autre. Donc, attendons de voir, comme on le dit tous. Aussi, quand moi je regarde aussi son binôme qui est à côté de lui, le monsieur, il était président d'une certaine fondation Zida. Alors, Zida, moi je ne sais pas si lui aussi on doit le considérer comme définitivement parti. Je ne suis pas très sûr aussi. Alors, donc, moi je crois qu'il faut tenir tout ce beau monde à l'œil et puis voir la suite. Ce que ça va donner. En tout cas, ça sent du Zida. Oui, Xavier. La création de ce mouvement me rappelle automatiquement la naissance du Focal avec le professeur Luc-Marius Ivriga à l'époque, les Loada. Et ça a vite muté avec la création de l'UPC. Je pense que les analyses de Bama sont assez pertinentes. On va les observer à l'œil et puis voir comment ce mouvement va évoluer. Le professeur, comme il a dit, c'est quelqu'un qui refuse un peu de se faire oublier, mais je pense que les étudiants le réclament encore à l'université. Il a toujours la trame de l'enseignement. Il est beaucoup plus utile, de mon point de vue, à l'université. Non, voilà. mais je pense qu'il n'a pas le droit de s'engager en politique. Bon, il a ce droit. Il a ce droit de s'engager en politique, mais je pense que les défis à l'université sont assez énormes. Il y a beaucoup d'étudiants à former. Et particulièrement, il m'a enseigné à la faculté de droit. Je pense que Loada est beaucoup plus utile actuellement, où les défis sont énormes à l'université. Oui, voilà. Mais après avoir géré un ministère, ce n'est plus facile de peut-être retrouver les amphithéâtres de l'université de Ouagadougou. Pourquoi pas? D'accord, oui. Je ne pense pas qu'on puisse aller sur ce préjugé-là même. Forcément, il faut pouvoir occuper de hautes fonctions et répartir. Ça, c'est notamment des chaires au niveau de l'université. Il faut forcément pouvoir y répartir. Et je pense que les uns et les autres l'ont dit. Voici deux hommes qui ont fait l'actualité cette semaine, Mathias Tankwano, Augustin Loada. Ils ont les mêmes problèmes de départ. On ne croit pas en leur... voilà, on a tellement à leur neutralité. On suppose qu'il y a Anguille Siroche, qu'il y a un plan savamment tracé. On les attend au pied du mur tous les deux. Et je pense que ça vaut encore plus pour Loada, compte tenu, les uns et les autres ont déjà relevé les aspects, compte tenu lui-même de son silence jusque-là et son retour à la scène, les propos qu'il a tenus donc laissent présager d'une prise de position politique, même s'il reste en tout cas mouvement associatif. Il dit qu'il n'a pas vocation à la conquête du pouvoir. On verra bien si il n'y aura pas un mouvement qui va naître du MTT qui sonne bizarrement comme un autre parti politique, mais qui donc va pas naître pour avoir un élan politique. Donc je pense que c'est à observer. Il y a aussi cette ombre des IDA qui plane sur cette organisation. Il y a tout ça à observer forcément. Et sur le plan politique, il a donné également son point de vue. Il a dit qu'il militait, en tout cas. Je pense qu'il y a une pétition qui a été lancée donc, pour des signatures pour permettre ou bien obliger l'Assemblée nationale à prendre une loi pour la création d'un fonds qui permettra d'indemniser alors les victimes de l'extrémisme violent et des attaques terroristes. C'est vrai, au-delà des suspicions politiques que l'on a autour de la création de ce mouvement, il faut reconnaître justement qu'il y a des actions concrètes qui sont posées. Et dans son discours également, il y a, à mon avis, en tout cas, de la pertinence dans ce qu'il dit. Et lorsqu'il regrette justement la direction que le Burkina a prise après cette insurrection, lorsqu'il dit également que tout est mis en œuvre pour que l'on arrive à regretter les années Blaise Compaoré, ou lorsqu'il dit justement que les dirigeants actuels ont trahi l'esprit de l'insurrection et que l'arrogance n'a pas quitté le Burkina, la malcose, c'est son terme qu'il a utilisé, n'a pas justement quitté les habitudes de nos dirigeants actuels. Donc pour lui, la rupture n'est pas.
Il a même dit que la seule rupture que l'on a connue, c'est la rupture avec la Chine, la Chine-Taïwan. C'est pour ironiser, mais véritablement, il y a de la pertinence. Et en plus, je salue justement cette action de veiller à ce que les personnes victimes des attentats terroristes soient prises en charge, surtout ce projet de loi qu'il a proposé. Oui, Bama. Oui, non, effectivement, on allait passer sans voir cet aspect-là. Effectivement, dans son affaire, s'il y a une chose qui moi, en tout cas, m'a réjoui quand même, c'est sa sortie à ce niveau-là, où effectivement, il allait jusqu'à dire que si on a de l'argent qu'on peut gaspiller dans le symbolisme, et là, je suis vraiment d'accord avec lui. Dans l'organisation du référendum. D'un référendum, je crois que ce plateau, on a eu à parler de ça. Moi, je partage exactement ce qu'il a dit, parce que ce référendum qu'on veut prendre des milliards pour organiser, on n'a pas besoin de... On a beaucoup de choses plus urgentes que ça à faire. Et là, sur ce point, je suis vraiment d'accord avec lui, parce que si on n'est pas d'accord sur ce référendum-là, et que c'est... si on n'est pas d'accord sur cette constitution, et que c'est au référendum qu'on a tout départager, c'est que, bon, on est encore dans le décor. Et comme il a dit, c'est un oui. S'il y a un référendum, c'est un oui qui est là, tout le monde sait à l'avance. Pourquoi prendre cet argent, aller gaspiller pour un oui que tout le monde sait qu'il sera le oui. Et puis bon, pendant qu'il y a des gens qui meurent dans ce pays pour des soins qu'ils n'ont pas et tout ça. Donc vraiment, sur ce point, c'est là où on peut se féliciter ce monsieur par rapport à ça. Au-delà de ça, tout le reste là, bon, c'est à vérifier. Ouais. D'accord. Alors, on va rester maintenant dans la pure politique pour parler du deuxième congrès de l'UPC qui se tient, je pense que ça s'achève aujourd'hui. Alors, le renouvellement des organes dirigeants du parti et la stratégie idoine pouvant permettre à l'UPC de parvenir au pouvoir en 2020, ce sont donc les grands sujets qui sont sur la table de ce congrès. Alors, l'UPC aujourd'hui a-t-elle vraiment les forces nécessaires pour la conquête du pouvoir d'État en 2020, comme le parti veut bien le réaliser? Bon, je pense que ce congrès, c'était un congrès aux allures d'un meeting parce qu'on l'a constaté dans les déclarations du président du parti, Zéphirin Diabré. Mais je pense qu'il y a un problème de fond qu'il va falloir trouver une solution avant de parler de la présidentielle. C'est cette dissidence qui est née depuis septembre dernier avec l'UPC-RD. On a vu ce message posté par le président du groupe parlementaire UPC-RD, Daouda Simboro, qui estime que leur sécurité n'était pas garantie à ce congrès, donc il n'allait pas venir, qui ressort en tout cas tout ce qu'il avait dénoncé au moment de la création de leur groupe parlementaire, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de démocratie à l'interne, le président du parti qui gérerait le parti de façon autoritaire, si on peut le dire ici. Je pense que c'est un problème que l'UPC doit trouver une solution actuellement avant de parler de 2020. Parce que si vous avez cette dissidence interne-là, ça va être difficile. Parce que 13 députés, c'est des gens qui ont des militants dans les régions, dans les provinces. Si vous n'avez pas cette coalition à l'intérieur de l'UPC, ça va être difficile pour Zéphirin Diabré d'avoir le score qu'il avait réalisé à la présidentielle passée et éventuellement espérer avoir un meilleur score pour pouvoir présider aux destinées du pays. Oui, c'est vrai que c'est un élément important à signaler, l'absence donc des 13 députés démissionnaires et qui ont créé l'UPC-RD à l'Assemblée nationale comme groupe parlementaire. Hyacinthe, ce congrès pour vous? Malheureusement, sur le plan des dissidents, actuellement, on est mal placé pour en parler parce que nécessairement, à l'issue du renouvellement des organes dirigeants, donc on verra un peu la ligne, la position prise par le parti quant aux dissidents. Donc, je pense que, en tout cas, dans les conclusions de la rencontre qu'on n'a pas à l'heure actuelle, en tout cas, on aura une ligne sur la décision que le parti aurait prise face à ces reste plutôt dans les instances. Si on les garde ou si on les expulse ou si on les met de côté comme membre d'honneur, on a vu à une certaine époque avec un autre parti. Donc je pense qu'on le verra dans les prochaines heures, on pourra plus discuter avec plus de pertinence dessus. Maintenant sur les capacités du parti, en tout cas le parti a voulu nous montrer que le lion n'est pas mort. Le lion est décidément le patron de la savane burkinabé, comme le dit Zéphirin lui-même, avec cette démonstration donc, de force dans la rue de Ouagadougou, du domicile au palais. Le palais qui est rempli, donc il faut laisser aller recto verso, même si ce thème ne plaît pas à certaines personnes. Donc avec un ensemble de militants, avec aussi des guest stars. On a vu Céline Dalon Diallo de la Guinée, entre autres, parmi les invités donc de l'UPC, ce qui veut dire que ce parti, en tout cas, a aussi une ouverture à l'international. Vraiment, cette démonstration-là
était voulu par le parti. Je pense que plus ou moins sur ce qu'on a vu, on peut présumer que, en tout cas, le parti a encore une capacité de mobilisation. Maintenant, il faut voir jusqu'en 2020 si ce régissement de Lyon restera, donc son écho se fera toujours entendre jusqu'en 2020. Et moi, il y a une image qui m'a assez édifié et qui me laisse présager peut-être des choses à venir pour l'horizon 2020, ces accolades entre Zéphirin Diabré et Eddy Kombouego. On connaît un peu l'histoire entre les deux partis. On a vu Zéphirin lors du congrès du CDP, on a vu maintenant Eddy lors du congrès de ZEF. Qu'est-ce qu'il prépare? Ça, on le verra bien sûr dans les prochains jours. Oui, Zéphirin Diabré qui a d'ailleurs appelé à un grand rassemblement des forces politiques pour une alternance crédible, selon ce terme, en 2020. Oui, absolument. Alors moi, j'aime bien voir des grands partis politiques dans un pays comme le Burkina. Dans un passé récent, on n'avait pas cette habitude-là de voir des partis mobilisés faire le plein du Palais des Sports comme cela a été donné de voir. Je sais que demain, si le MPP fait son congrès, ça sera plein à craquer. Le CDP, il y a quelque temps, l'a démontré. Cette fois-ci, c'est au tour de l'UPC de le démontrer. Ça fait assez intéressant sur le plan politique. Maintenant, pour revenir au fond, on a vu justement ce congrès se tenir, le deuxième congrès sans les frondeurs de l'UPC, comme vous l'avez dit. C'est vrai que le comité d'organisation avait dit clairement qu'ils étaient les bienvenus parce qu'ils sont même de l'intérieur du parti, ils se réclament toujours de l'UPC, donc on n'a pas besoin d'invitation particulière pour être là, même si eux avaient justement émis des inquiétudes en ce qui concerne la sécurité. Maintenant, ils ont eu tort peut-être de ne pas partir à ce congrès et les résultats justement du nouveau bureau qui va sortir pourra donc nous permettre de comprendre s'ils ont été éjectés ou pas. Maintenant, je vois mal Zéphirin Diabré aligner des absents sur la liste de son bureau, donc il y va de soi. Le boycott justement de ce congrès est également un langage justement. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Maintenant, deuxièmement, vous avez parlé justement de ce rapprochement avec Eddy Kombouego. C'est vrai que lorsque le CDP tenait son congrès, on a vu l'UPC qui allait à ce congrès, qui a même tenu un discours justement dans la même cuvette du Palais des Sports qui a galvanisé les militants du CDP. C'était autour justement d'Eddy Kombouego d'avoir ce rapprochement avec Zéphirin Diabré. Ça peut être de contre-nature, mais là, nous sommes en politique, on est habitué un peu à cela. Et parce que les gens se retrouvent quelquefois lorsque les intérêts vont ensemble. Et tout porte à croire justement que 2020, ça sera vraiment une grande interrogation. C'est une vraie bataille, en tout cas, qui est engagée ici. Et ça devient intéressant sur le plan politique parce qu'on n'était pas habitué justement d'avoir des élections présidentielles et de ne pas connaître d'avance qui va être élu. D'accord, ok, oui. Bama, votre analyse Non, je crois que dans la forme, tout est beau à l'IPC, en tout cas, pour ce qu'on a pu voir comme image au niveau du Palais des Sports, tout est beau. Mais c'est comme on l'a dit aussi, dans le fond, le gros problème qui se pose à ce parti, c'est celui dont on a parlé tantôt, à savoir combien de députés finalement 13 députés sur 33. Donc il reste 20 députés fidèles. Je crois que l'un des grands défis de ce congrès, c'est de trouver une solution à cette situation. Il va falloir finalement trancher définitivement pour pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Parce que ça fait longtemps que ce problème perdure. S'il doit traîner jusqu'en 2020, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Et moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si moi j'étais à ce congrès, que je devais participer à une décision, je militerais plutôt pour une radiation plus récente de ces gens. Parce que finalement, ces gens, ils sont plus, faut se rendre à l'évidence, ils ne travaillent plus pour l'IPC finalement. Parce que ne serait-ce que le message dont on parlait tantôt, à la veille d'un congrès, publier un tel message, on ne peut pas être militant d'un parti et travailler contre ce parti à ce point-là. Donc moi je pense que c'est une décision sage à prendre à ce moment-là. C'est de se passer, c'est vrai que ça sera douloureux, ça sera difficile, c'est de se passer définitivement de ces gens-là et envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de courage. De l'opposition. Ben, pourquoi pas. Mais c'est ça aussi les enjeux, parce qu'ils risquent de perdre. Parce que là, ça fait combien de temps que ça dure. On sait que ces gens-là, tels qu'ils se comportent, ils ne travaillent plus pour l'IPC. Ils sont tous des militants de l'IPC finalement. Donc, continuer à traîner ça comme un boulot au pied, ben, moi, je ne sais pas, mais il faut en tout cas décider finalement. D'accord. Alors, je pense que on va évoluer, on va rester en politique, mais hors de chez nous, pour parler des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon au Mali, pays voisin. Alors, 24 candidats pour un seul fauteuil. Qu'est-ce que vous pensez déjà, parce que c'est le 29 juillet prochain que les Maliens donc éliront un nouveau président. Alors, pour 24 candidats,
pour le poste de président, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas trop pléthorique pour ça ce peut pays? être trop, 24 candidats, c'est trop. On peut imaginer déjà la largeur du bulletin de vote. Mais en même temps, moi, ça m'amène à poser un certain nombre de questions parce qu'on a toujours présenté le Mali comme étant un pays en crise, un pays qui est divisé avec ce qui se passe dans la partie nord. Donc, je suis agréablement surpris de savoir qu'il y a beaucoup de Maliens qui veulent justement hériter de cette situation parce que quand on est chef de l'État, ce n'est pas seulement Bamako, il faut également faire l'effort d'aller au nord du pays. Donc, il y a ce courage-là, il y a cet engouement autour de cette présidentielle qui me réjouit un peu parce que ça peut être également un élément qui va décourager, si vous voulez, les groupes terroristes qui se sont emparés de la partie nord du pays. Deuxièmement, également, ça pose un sérieux problème en termes de défis sécuritaires parce que c'est une campagne électorale qui est lancée. Et Dieu merci, jusque-là, on n'a pas enregistré d'incidents majeurs, en tout cas en ce qui concerne cette campagne, parce que lorsqu'on est candidat à une élection présidentielle dans un pays unifié, il faut faire le tour de tout le territoire justement pour battre campagne. On a vu le président sortant qui a fait l'effort d'aller au nord pour la première fois d'ailleurs, même si des organismes internationaux se sont engagés à sécuriser justement les candidats qui voudraient aller battre campagne. MINUSMA notamment. Voilà, la MINUSMA, ce n'est pas du tout évident, c'est assez difficile, c'est une campagne qui se bat dans des conditions assez difficiles et je sais qu'il faut également aller prendre les votes. Maintenant, le risque ici, c'est de faire l'effort d'aller battre campagne dans une région qui ne pourra pas participer aux élections le 29 juillet pour des questions de sécurité, parce que pour l'instant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, bon, c'est assez courageux, en tout cas, ce qui se passe au Mali, c'est assez courageux, l'engouement que l'on voit. Mais est-ce que ça ne traduit pas peut-être un certain malaise aussi, peut-être quand on a vu même qu'il y a des anciens ministres, des proches du président sortant qui sont candidats aussi à cette élection. Est-ce que le bilan finalement de Ibeka tranche à sa faveur pour une éventuelle réélection? Oui, Yacinthe. On est bien en politique et en politique c'est justement la seule chose où l'intérêt peut-être personnel prime, en tout cas un intérêt parti politique. Je veux parler de ceux-là en tout cas qui ont quitté le navire pour se présenter contre le capitaine. Je pense qu'à un moment donné, ils ont décidé eux-mêmes d'être le capitaine à bord du navire. Donc c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas qu'au Mali qu'on le voit. Et pour moi, les 24 candidats sont d'autant plus intéressants que ça donne une certaine, en tout cas, ouverture, un large choix aux Maliens. On a vu beaucoup de profils à l'intérieur, même si on ne compte qu'une seule dame. En tout cas, dès que les hommes ont échoué. Donc, il y a déjà cet aspect. Miki a parlé donc du Nord. C'est un enjeu assez important. Très peu de candidats y sont allés, à part la dame et Ibeka pour l'instant. Il faut forcément travailler dans un Mali unifié pour les candidats, en tout cas, travailler à vouloir prendre un Mali unifié. Mais il y a aussi ces soupçons-là sur le fichier électoral qui a été évoqué, qui pour moi sont à regarder de très près par les observateurs, en tout cas, qui vont statuer sur les élections. Parce que ce sont des choses qui sont malheureusement très plausibles dans nos pays, qu'on peut influencer en tout cas ces fichiers. C'est vrai que l'opposition en tout cas a dénoncé l'existence d'un fichier électoral pareil autre que celui du 24 avril qui a été codifié. Oui, Xavier, très rapidement. Je pense qu'effectivement, c'est un défi actuellement pour le président sortant de rassurer d'abord ses concurrents et aussi les observateurs qui vont venir observer ces élections-là. Mais je voudrais réagir sur le nombre de candidats en disant que, bon, c'est vrai, ils sont 24. Honnêtement dit, il faut le dire, il y a des candidats plaisantins, mais c'est de bonne guerre parce que au-delà de la présidentielle, il y a des gens aussi qui veulent postuler pour les postes de députés dans les futures élections. Donc, ils veulent jauger un peu le niveau de leur électorat à travers cette campagne présidentielle-là pour savoir certainement s'ils peuvent avoir des voix ou pas. C'est juste ça. Sinon, 24 candidats pour un seul fauteuil, c'est vraiment de trop, de mon point de vue. Maintenant, par rapport au fichier électoral, je pense que le président, récemment, a remis un peu en cause les récriminations de Soumaïla Cissé par rapport à ces insuffisances-là. Mais je pense que les observateurs de l'Union européenne aussi, ils doivent venir et certainement voir ce fichier électoral avant les élections. Bon, je pense que peut-être la suite nous dira si toutefois tout va bien pour le meilleur des mondes au Mali pour ces élections le 29 juillet prochain. D'accord, oui. Alors, personne ne veut répondre apparemment à ma question. Est-ce que vous pensez que Ibeka
alors, va pouvoir se maintenir avec le bilan qu'il a. Non, tu n'as pas posé la question. Je pense que c'est évident qu'en tout cas, il n'a comme principal challenger que Cissé dans une certaine mesure Diarra. Donc, en tout cas, il a 90% de chances de se succéder à lui-même pour l'instant. Oui. Peut-être malheureusement pas moi ma lecture des choses, parce que ne serait-ce que cette brouille qui est en train de poindre à l'horizon avec cette question de fichier électoral, moi finit par me convaincre que ce IBK n'est pas aussi sûr de lui-même que ça. Je doutais, mais de plus en plus, je tends à me convaincre que ce monsieur il est vraiment en difficulté, parce que quand bien me dit que ces histoires de fichiers parallèles, il tend à contester ça, mais le CENI là-bas, comment ça s'appelle, DGO, ils ont pratiquement confirmé la chose. Quand ils disent qu'ils vont faire des concertations sur ces trucs, c'est une réalité finalement, moi j'y crois. Et quand on en arrive là, un président qui est au pouvoir, qui a besoin de passer par ces acrobaties pour se maintenir au pouvoir, moi je dis que c'est quand même assez dommage. Il n'a pas besoin de ça pour se maintenir. Et si c'est vraiment comme ça qu'il va se maintenir, ce sera dommage pour le Mali. D'accord. Alors, on va s'arrêter là parce que nous sommes au terme du temps qui nous est donc réservé pour tenir cette émission. Merci en tout cas à tous pour vos analyses, vos commentaires. Et merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez depuis 11h. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Et je vous rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Paul Miki Wamba de Waga FM, Yacinthe Sanou de Omega FM, Xavier Belem-Yegré de la Radio Nationale et Yacouba Bama du journal Le Reporter. Merci de votre fidélité. Restez en notre compagnie. L'information, c'est le journal de 13h et c'est dans une présentation de Marguerite Douaneau.